Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes ainsi que d'informer. Aujourd'hui, nous allons recevoir une jeune femme issue du Congo-Brazzaville qui nous a contactés pour dénoncer des arrestations arbitraires qui se passent au Congo-Brazzaville lors d'un meeting d'opposition qui aurait été accusé, donc son oncle, d'en vouloir à un homme politique, un opposant qui n'est nul autre que Clément Mirassa. Clément Mirassa est le président du coordonnateur du mouvement citoyen Respect Ordre Constitutionnel. Il a été ministre donc de 91 à 92 du commerce et de 92 à 94 du développement industriel. Donc nous allons recevoir Madame Magali Dion. Madame Magali Dion, bonjour. Bonjour. D'accord, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour ceux qui nous suivent, nous dire d'où vous venez du Congo, juste parler de vous? Alors, je suis française d'origine congolaise et oui. je vis à Québec avec mon mari et ma fille depuis 2 ans. Et on est très chanceux de vivre ici. Alors, dites-nous, Magali, si vous me permettez de vous dire directement Magali, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui sur le plateau? Mais on est attristé depuis le 1er septembre, étant donné que mon oncle Éric Edunsa a été arrêté à son domicile de façon assez violente, on va le dire, devant ses enfants, ses 3 enfants. Et on l'accuse d'avoir attenté à la vie de M. Mirassa. Et à ce moment, à l'heure où je vous parle, il est en prison. Alors, juste avant de rentrer dans les plus brefs dans les détails, est-ce que vous pouvez expliquer à quel meeting, la date du meeting où il a été arrêté, comment ça s'est passé? Alors, il y a presque un an de cela, le 4 novembre 2014, mon oncle a assisté est allé à un meeting de M. Mirassa. Oui. Et ce jour-là, il y a eu des personnes qui étaient à ce meeting ont été tabassées, dont mon oncle, qui a eu des côtes cassées. Il a été blessé. Et donc, suite à cela, il a perdu, en tout cas dans la foulée, il a perdu sa pièce d'identité, son permis sa carte de commerçant, puisque c'est un commerçant congolais, et sa carte Visa. Donc, il est allé au domicile de M. Mirassa pour savoir si M. Mirassa avait retrouvé ses papiers. Et M. Mirassa lui a dit qu'il n'avait pas vu ses papiers. Alors, donc le 4 novembre, c'est cela. Tout à fait. Il y a eu des arrestations arbitraires, si je suis bien ce que vous dites. Et votre oncle s'est échappé. Mais en s'échappant, il a pris la peine de cacher ses documents administratifs. Non, en fait, il les a perdus, tout simplement. Il est rentré chez lui et il n'y avait pas ses papiers sur lui. D'accord. Et donc c'est ça, il est allé le lendemain, en tout cas 2 jours après, pour aller demander ses papiers que M. Mirassa a affirmé plusieurs fois ne pas les avoir vus. D'accord. Alors, juste avant d'arriver à l'arrestation, est-ce que votre oncle était un membre donc du mouvement À ma connaissance, non. Il ne fait partie d'aucun parti politique. C'est un opérateur économique. Il tient un bar depuis plusieurs années dans l'ancien quartier de la télévision. Tout le monde le sait. Qu'il fait boire les gens, qu'il les fait manger. Et, il a un tout petit hôtel. Et il est allé, suite au communiqué de Brazza News, justement, qui parlait de ce meeting-là, par curiosité, parce que c'est un citoyen congolais et qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, et que ça traitait de la constitution congolaise, il a décidé d'y aller. Alors, il est plutôt sympathisant des partis opposants, on peut dire ça. Alors, donc, votre oncle s'est retrouvé dans un meeting politique, c'était sa première fois? Je ne peux pas vous l'affirmer que c'était sa première fois, mais je sais qu'il y est allé par curiosité. En tout cas, ce n'est pas un homme qui milite ou qui va assidûment à des meetings politiques. D'accord. Donc là, il est allé, il a perdu ses documents en s'échappant. Tout à fait. Mais alors, est-ce qu'il a été arrêté à ce moment-là ou il s'est échappé? Il s'est échappé. Il n'a pas été arrêté, il a juste eu la malchance d'avoir des coups. Parce qu'il était au mauvais endroit apparemment.
Mais lui, il a réussi à s'échapper. D'autres ont certainement été arrêtés, mais lui, il a pu s'échapper. Parce que là, quand même, on va continuer l'histoire. Alors, donc, il repart chercher ses documents. Et là, qu'est-ce que le président du mouvement lui dit du citoyen? Alors, M. Merassa lui affirme qu'il n'a pas vu ses pièces d'identité, en tout cas ses papiers, qu'il ne détient pas ses papiers. Alors, mais à quel moment on l'a arrêté? Alors, justement, le 1er septembre 2015, donc il y a presque un an, il y a la police qui débarque chez lui en sautant des murs. En tout cas, ses enfants ont été témoins. Il l'arrête violemment en disant qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui, qu'il aurait voulu attenter à la vie de M. Merassa. D'accord. Alors là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc il y a un an qui se sont écoulés, il n'a pas retrouvé ses papiers. Comment cette police... Alors la police, c'était quelle police? C'était la DST? Alors apparemment, c'est la police congolaise. D'accord. Donc ils ont sauté dans sa maison, ils l'ont envahi. Avec des armes, devant ses enfants. Mais comment ils ont connu son adresse? Son avocat nous affirme que la police détient sa pièce d'identité. Ses pièces d'identité. D'accord. Donc quand il s'est échappé, la police a peut-être récupéré les pièces d'identité. Possible. Alors on ne comprend pas pourquoi ils réagissent presque un an après. Mais alors, pourquoi vous dites que c'est le monsieur Merassa qui dit qu'il porte plainte contre lui, alors que c'est la DST qui a récupéré ses papiers? Alors il y a plein d'interrogations dans cette histoire-là, un flou pas possible, un gros n'importe quoi. Je ne pourrais pas vous donner des réponses, j'ai que des questionnements. Mais on suppose qu'il y a bien quelqu'un qui a dû donner ces papiers-là. En tout cas, on se pose la question. Quand la police est arrivée dans le domicile de votre oncle, quelle est la cause qu'ils ont donnée pour l'arrêter? Ils ont dit que M. Merassa avait porté plainte contre lui. D'accord. Pour tentative d'assassinat. Ça c'est officiel. D'accord. Est-ce que votre oncle et M. Merassa se connaissent personnellement? Personnellement, je veux dire, au Congo... Est-ce qu'il connaît votre oncle? Alors, M. Merassa, ça pourrait être mon grand-père, hein, c'est de la génération de mon grand-père, oui. Donc je sais qu'ils viennent, il est du même village, ou en tout cas du même village que mon grand-père, donc certainement qu'il a une figure paternelle pour mon oncle, parce que mon grand-père et M. Merassa se connaissaient. Le Congo est petit, je vais dire que oui, qu'ils se connaissaient, ils savaient qui M. Merassa était. Alors, dire qu'ils avaient des relations personnelles, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Vous appelez Ndjian. Est-ce que vous êtes la fille de Madame Francine Ndjian, qui est une des militantes contre le régime Sassou à Paris? Madame Marie-France Ndjian, oui. Elle fait partie de cette mouvance, effectivement, qui veut changer les choses au Congo. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec tout ce que votre maman fait directement à Paris, qui pourrait se retourner contre votre oncle? Oui, c'est ce qu'on pense, parce qu'on cherche des raisons qui pourraient justifier cette arrestation complètement arbitraire, et on suppose qu'effectivement, que ça pourrait être un moyen de pression. Alors, votre oncle, votre mère fait partie du FROCAR? Oui. D'accord. Le FROCAR et avec Clément Merassa. Oui. Comment ça se fait que votre mère et Clément Merassa, ils se connaissent peut-être? Oui, c'est sûr que dans cette mouvance-là, tout le monde se connaît plus ou moins, personnellement. Est-ce que vous avez essayé au sein du parti, du mouvement, d'essayer de régler cette affaire? Oui, tout à fait. Donc ma mère a contacté M. Merassa, qui lui a dit qu'il n'avait pas porté plainte contre mon oncle, mais qu'il avait porté plainte contre X. D'accord. Donc ce jour-là, on a failli intenter à sa vie. Ce 4 novembre. Oui, bien sûr, puisqu'il y a des preuves, hein, je veux dire, ça a été filmé, tout le monde le sait, ce qui s'est passé le 4 novembre, il a soi-disant été pillé, sa maison a été saccagée, etc. Mais lui, il n'a rien eu, hein, il n'a même pas eu un petit bobo, hein, il est sorti vraiment indemne de cette affaire-là. Maintenant, nous, ce qu'on ne comprend pas, où on s'interroge, pourquoi il n'a pas porté plainte contre la police congolaise, pourquoi il s'acharne sur mon oncle. Mais là, Clément Merassa a dit clairement que ce n'était pas contre votre oncle, mais c'était contre X. Oui, mais en même temps, M. Merassa, si il suppose que cette arrestation n'est pas correcte et juste, il pourrait aller justement, en étant opposant
du système, faire quelque chose pour mon oncle, et ce qui n'est pas fait. Est-ce que vous reprochez quelque chose à M. Clément Kémirassa? Ben, je me pose des questions sur ses positions d'opposant, le candidat à la présidence. Donc, ça me semble assez étrange qu'un candidat à la présidence qui cherche à avoir des sympathisants et des votes puisse plutôt mettre ses sympathisants en prison. C'est ce que je me pose comme question. Alors, je m'interroge sur sa crédibilité et la véracité de ses propos. Il dit d'être un homme démocrate et je ne pense pas que c'est des comportements de démocrate. Un démocrate, un homme qui veut travailler pour son peuple, qui veut plaire à son peuple, parce que c'est ça la démocratie. Enfin, on a des candidats qui veulent plaire à leur peuple, ils cherchent justement à les libérer, ils cherchent justement à les écouter, mais ils ne les mettent pas en prison pour des raisons... Est-ce que vous pensez que votre oncle est un bouc émissaire? Complètement. Je pense complètement, parce que... Pour quel but? Quel objectif? J'en sais rien, et puis c'est ce que je veux comprendre. Moi, je comprends juste qu'il y ait des droits qui sont bafoués, les droits fondamentaux de mon oncle sont bafoués, et que les opposants, en tout cas des personnes comme M. Mirassa qui s'opposent à un système dit de dictature, puissent avoir les mêmes comportements finalement que les personnes pour qui... Donc la DST a dit que c'est Clément Mirassa qui a porté plainte, et Clément Mirassa dit qu'il a porté plainte contre X, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et avec ces deux éléments, vous n'avez pas pu confronter les deux parties et leur faire comprendre que peut-être votre oncle est en prison pour rien? Je pense que si ces opposants, M. Mirassa, travaille pour le peuple congolais, s'intéresse aux Congolais, s'intéresse ne serait-ce à mon oncle, qui est congolais, qui est allé à son meeting, c'est pas moi qui devrais répondre à cette question, c'est M. Mirassa. Là, on est rendu à trouver un avocat, parce qu'évidemment au Congo, il n'y a pas d'avocat commis d'office là. Ça fait combien de temps qu'il est en prison là? Depuis le 1er septembre. Donc ça nous prend un avocat. Semaine de septembre 2015? Oui, tout à fait. Donc il faut payer l'avocat. Et il vous demande combien l'avocat? Là, il nous demande 1 500 €. 1 500 €? Oui, tout à fait. C'est payant en euros? Oui, et c'est nous qui payons. C'est pas le Congo. Puisque évidemment, on dit qu'on est dans un pays démocratique, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'avocat commis d'office. Alors le fait qu'il soit partisan donc, du mouvement, est-ce qu'il n'a pas pu récolter de l'aide au sein du mouvement? Il n'y a aucune initiative, aucune compassion. Est-ce que ça arrive souvent au Congo? Je suis certaine que c'est pas mon oncle, c'est pas le premier là qui se retrouve en prison. Je suis persuadée. C'est pas le premier, ça sera certainement pas le dernier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça me touche personnellement et c'est pour ça que je suis là. Justement, donc vous êtes venu aujourd'hui, on vous a vu même à la marche des Congolais, vous venez de Québec, en général vous ne vous intéressez pas donc, à la politique congolaise. Pourquoi ce revirement de situation? C'est vrai que loin je suis de la politique congolaise, mieux je me porte, parce qu'on a été tous victimes de cette politique-là. C'est sûr, mais je viens de comprendre que on peut pas fuir jusqu'au pôle Nord là, on peut pas venir jusqu'au Canada sans pour autant être éclaboussé par le désordre qui règne au Congo. Ce n'est pas normal qu'en 2015 qu'il puisse se passer des choses pareilles au Congo. Et puis c'est sûr que si on ne réagit pas, ça ne se terminera pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me sens plus concernée parce que ça arrivait à mon oncle. Et puis je trouve ça injuste. Mon oncle, ce n'est pas un homme politique. C'est un opérateur économique, c'est un citoyen, c'est un monsieur tout le monde qui a des enfants, il a perdu sa femme, certainement qui est morte parce qu'il n'y a pas qui est morte d'un cancer. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Congo. Alors cette femme-là, elle a été morte parce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas. Donc les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, vous dites? Les enfants, c'est sûr que mon oncle, c'est un homme responsable.
Il vient de refaire sa vie, mais il souffre indirectement de tous ces désordres-là. Alors aujourd'hui, il souffre encore plus, tout simplement parce qu'il s'est intéressé à la politique. Est-ce que c'est tribal? Votre maman parlait de ses neveux qui étaient tékés, si je ne me trompe. Vous pensez que ça peut être tribal? Ben, c'est sûr que le tribalisme gangrène la société congolaise, là. C'est un gros problème. Je pense même pas que c'est un problème qui intéresse les candidats actuellement à l'élection présidentielle. Mais non, peut-être, on peut supposer que ça peut être un règlement de compte, mais je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas non plus l'avancer, vous confirmer, mais c'est sûr qu'il y a énormément de questions qui sortent de là. Il y a des pourquoi qui n'ont pas de réponse. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où dans les démarches? Alors, aujourd'hui, on est à payer l'avocat, donc à regrouper les fonds nécessaires pour lui envoyer les sous, de l'argent. Et ensuite, on attend la date de son procès. Mais donc, il va rester au procès tout le temps. C'est le Congo, c'est la justice congolaise. Il est en prison pour sortir. Et les enfants sont tous seuls, abandonnés à eux-mêmes. Exactement. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a son bar qui ne fonctionne pas parce que justement, il y a une personne qui a décidé qu'on a arrêté ce monsieur. Et vous pensez que l'opposition est solidaire? Solidaire non, j'ai entendu aucun appel. Alors c'est vrai que le mouvement Frocade a quand même, certains membres en France ont participé financièrement. D'accord, pour l'avocat. Pour l'avocat. Mais en même temps, des voix politiques qui crient au nom de la liberté, au nom de la justice congolaise, il n'y a pas. Je pense qu'en ce moment, les candidats sont plutôt à un jeu de se dénoncer et de s'intéresser à casser le président Sassou, à faire une politique politicienne, mais les Congolais eux-mêmes, là, c'est un cercle vicieux. J'ai l'impression qu'ils s'en soucient pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un cercle vicieux entre le gouvernement en place, qui peut-être joue avec l'opposition? En même temps, ça ne va pas sortir de ma bouche là, je pense que tout le monde le sait qu'il y a un joli jeu. Parce que vous avez commencé en remettant en doute l'opposition de M. Tout à fait, tout à fait. Je ne serais pas la seule à lutter. Donc c'est comme un pion pour le gouvernement? Je n'irai pas jusque-là, je n'ai pas de preuves pour l'attester, mais on peut se poser cette question-là. Je veux dire, si M. Mirassa n'est pas capable de porter plainte et de soutenir une plainte, parce que à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu des suites à la bastonnade et au pillage à son domicile lors du meeting du 4 novembre. Je pense que M. Mirassa devrait plutôt s'acharner contre la politique congolaise pour ne serait-ce pour qu'il y ait justice pour ces personnes qui ont été bastonnées. Alors là, c'est la victime qui se retrouve en prison. Est-ce que la justice congolaise est, on peut dire, juste face à ce genre de situation? Vous avez senti la présence de la justice, les procureurs, les avocats locaux? Je ne sais pas si ça existe. Vous pensez que c'est corrompu? Je ne serais pas la seule à le penser. Excusez-moi, là, je ne suis pas autant de près l'actualité congolaise pour pouvoir me lancer dans ce genre de... Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, qui ont été attaqués, et qui sont même en cavale, qui fuient le gouvernement, ou même qui ont été battus. Et là, c'est le cas de votre oncle, c'est pour ça que vous sortez, que vous disiez de l'ombre. Donc, vous pensez que la justice peut-être devrait soutenir plus les... Mais, malheureusement, c'est ce qui fait penser à beaucoup de Congolais, comme des non-Congolais, qu'on est sous un régime de dictature. Parce que quand une police, quand une justice n'est pas au service du peuple, mais qu'elle est au service des hommes qui sont au pouvoir,
parce qu'il faut protéger ses intérêts. Et puis ces personnes-là, j'ai aucun jugement envers elles. Elles veulent protéger leur beefsteak, elles veulent protéger leur place, elles veulent gagner leur vie comme vous et moi. Et donc forcément, elles travaillent au service des gens d'en haut. Donc c'est une justice effectivement qui est, à mon avis, plus au service des gens d'en haut qu'au service du peuple. Alors, est-ce que vous avez un mot, en regardant la caméra, peut-être pour M. Mirassa, un mot pour le toucher, pour votre oncle qui est quand même un partisan? Je ne sais pas si je pourrais toucher M. Mirassa parce que, en plus... Ou peut-être le président du FROCAN, M. Mele? Ben, je voudrais juste que l'opposition joue un réel rôle. Si on veut une démocratie au Congo, je pense que ça se joue des deux côtés, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont en place et puis les opposants. Puis les opposants doivent se comporter évidemment, contrairement, comment dire, différemment de ceux qui sont au pouvoir. Alors si on a des opposants qui se comportent comme ceux qui sont au pouvoir, là on est perdu. Là le peuple congolais est complètement perdu. Donc je lance un message à M. Mirassa, tout simplement de jouer votre rôle d'opposant et puis surtout soyez humain. Soyez humain et arrêtez de mettre des innocents en prison et de maltraiter les Congolais. D'accord. Est-ce que vous avez un mot peut-être pour les autres victimes? Parce qu'il y en a eu d'autres aussi avant votre oncle. Un mot de compassion? Un mot de compassion, je pense qu'il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse. Il ne faut pas attendre d'être victime pour réagir. Malheureusement, moi j'ai attendu d'en être pour pouvoir réagir, mais j'espère en tout cas et je continue à espérer qu'un jour on va avoir un Congo où ça ne va plus exister, qu'on va pouvoir ensemble vraiment penser à nos populations que de penser à une politique du ventre et à cautionner de telles bavures. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est une introduction à votre vision politique? Aujourd'hui, je vous vois juste parce que votre oncle a été touché, ou vous avez décidé de vous engager aussi maintenant pour soutenir le peuple congolais, comme votre maman peut-être? Oui, c'est une question difficile parce qu'on est aussi dans des pays qui nous demandent beaucoup de temps, qui nous demandent beaucoup d'investissement. Puis on reste attaché au Congo parce qu'on vient de là, mais on est aussi dans des pays qui nous accueillent, qui ont des attentes envers nous. Mais c'est sûr que je suis en train de réfléchir à comment je pourrais, ça a toujours été ma question, de comment je pourrais apporter mon soutien au peuple congolais, et quand il y a une occasion, je n'hésite pas. Magali Dion, merci d'être venue sur notre plateau et d'avoir dénoncé ce qui vous tenait à cœur. Nous espérons en tout cas que le peuple congolais vous a entendu, que le monsieur Mirassa vous a entendu, mais aussi toute l'équipe de l'opposition. C'était Génération Afrique, dans le cadre d'informer le peuple congolais. Merci, au revoir.